et aussi... Mais vous avez oublié les producteurs, c'est d'abord eux. Oui, oui, non, non, je passe d'abord des décideurs. Les décideurs, parce que c'est d'abord ces décideurs, c'est à eux nous voulons montrer les acquis et c'est eux qui vont pouvoir prendre des dispositions pour infléchir les tendances négatives, notamment en termes de conseil agricole, en termes de veille citoyenne, ils peuvent orienter. Mais aussi les producteurs sont invités, les ONG sont invités. Les producteurs du bassin cotonnier, le président de la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton sera là. Les maires du bassin cotonnier seront là. Le préfet, on espère même qu'il soit là aussi, le préfet de la Liborie. On a invité un certain nombre de personnalités à qui on peut présenter les résultats et qui pourront réellement nous aider à disséminer et à faire changer les comportements dans ce bassin cotonnier. Merci beaucoup, professeur Ibrahim Toko. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou. Avec vous, on a parlé bien sûr du projet Aquatos, on a parlé aussi du glyphosate, on a parlé de tout, on a parlé du coton aussi. Vous avez dit que c'est important, qu'aucun régime ne peut, de part, faire le coton. Merci beaucoup. Et que le glyphosate n'est pas toxique. Comme on dit, n'est pas aussi toxique. C'est le moins toxique. Il faut préciser. C'est important. C'est le moindre mal parmi tous les mots. Merci beaucoup, professeur, et bon retour à Parakou. Allez, il est déjà 7 h, c'est l'heure du bulletin. Aujourd'hui, c'est une présentation de Awa Sherif. Il est 7 h à Cotonou. 7 h, c'est bien l'heure du bulletin d'information. Aujourd'hui, c'est une présentation de Awa Sherif. Bonjour, Awa. Bonjour Ricardo, Serge, bonjour. Bonjour Awa. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. C'est le bulletin d'information. Le mouvement Foka Foka opte pour le bloc progressiste. Les militants et sympathisants de cette alliance ont annoncé la nouvelle au cours d'un grand rassemblement tenu à Glodjibé. Reportage. Ambiance des grands jours à Glodjibé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Jana Socler, connu sur le vocable Fouka Fouka, en terrain conquis, sonne la grande mobilisation autour du chef de l'État. L'heure est celle de l'écoute mutuelle attentive et du dialogue sincère au service de la patrie pour accompagner le chef de l'État à relever les grands défis de développement. C'est pourquoi nous, les Fouka Fouka, décernons notre soutien au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Talon, pour sa bonne gouvernance engagée sur une politique basée sur les valeurs morales, notamment la culture du travail et la contribution de tous à la création des richesses, engagée sur la justice sociale, d'égalité des chances pour tous les citoyens béninois, sur la bataille contre la corruption, l'impunité, le gaspillage des ressources de l'État. Les actions du chef de l'État sont à saluer. Notre président a mis le Bénin en chantier. Le projet de construction de l'aéroport de Glodjibé est à l'arrêt depuis des années. Mais quand Patrice Talon est venu au pouvoir, ce projet est en passe de devenir une réalité. Dites bravo au chef de l'État. Fouka Fouka et son mouvement mesurent la grandeur des réalisations faites par Patrice Talon pour le arrondissement, lesquels poussent tout Glodjibé dans le bloc progressiste. Fouka Fouka en avant dans le bloc progressiste. Nous sommes venus accueillir l'alliance Fouka Fouka par tous les participants ici, aussi nombreux, venir nous attendre dans le bloc progressiste. Nous serons tous ensemble pour de grandes victoires, car le progrès, c'est l'affaire de notre président, son Excellence Patrice Talon. Et nous sommes derrière lui. Rien ne peut nous séparer. Glodjibé en bloc, dans le bloc progressiste, soutient les actions du président Patrice Talon. Nous sommes arrivés pour soutenir cette assemblée de l'Alliance Fouka Fouka de notre sœur Sophie Jeanne dans les réformes politiques du président Talon. Il y a bien sûr en bonne place la réforme du système partisan. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour la création du bloc progressiste. Et Fouka Fouka ne voulait pas être du reste.
Des têtes couronnées aux populations, en passant par les engbêteurs, gardiens de nuit, le langage reste unanime et universel. Tous à fond derrière le président Patrice Talon. Politique toujours avec le parti Mouvement Espoir du Bénin conforte sa position également dans la mouvance présidentielle et adhère au bloc dynamique républicain. La décision a été prise à l'issue du 3e congrès extraordinaire du parti. On fait le point. Instant de bénédiction à l'entame de cette cérémonie d'adhésion du parti Mouvement Espoir du Bénin au bloc dynamique républicaine du professeur François Abiola. Rester ensemble derrière le président Patrice Talon pour un développement harmonieux du Bénin, tel est l'idéal partagé par tous ici. Sur invitation de son président, plusieurs réunions du bureau exécutif national, du bureau politique élargi aux militants à la base ont été faites pour se pencher sur cette préoccupation qu'est la réforme du système partisan et en l'occurrence l'appartenance à un grand regroupement où la vie des partis politiques alliés sera davantage animée. Des dispositions ont été prises pour se conformer aux exigences des textes fondamentaux en la matière. Plusieurs mouvements et partis amis ont répondu présents, des messages d'encouragement pour cette décision prise par le parti. Et je suis venu donc avec la chaleur, l'amitié de tous les membres de l'Alliance Amana pour dire notre soutien, notre détermination, notre engagement à aller dans le même sens, la main dans la main, pour construire un Bénin d'avenir. Lorsqu'on est éparpillé, on perd tout. Mais lorsqu'on se rassemble, on gagne et on va de l'avant. Le président du parti Mouvement Espoir du Bénin, face à ces militantes et militants qui ont effectué le grand déplacement, a adressé ce message. Notre pays, le Dahomey, puis le Bénin, écrit lorsque les circonstances l'exigent, de fabuleuses pages politiques que le monde entier peut nous envier. En 1990, nous sommes passés d'un système à parti unique à un autre dit multipartisme intégral. Comment ne pas remercier tous ceux qui ont permis cette transition de notre vie politique et qui a permis à des partis comme le nôtre de naître, de croître, de gagner des élections et de participer à l'animation de la vie politique de notre pays. Toutefois, nous avons pensé que nous pouvons faire mieux et nous constituer en de regroupements plus grands. Le parti MEB, pour ce qui les concerne, a choisi de se mettre ensemble avec des partis amis pour former le bloc dynamique unitaire. Les négociations qui ont suivi ont conduit à la transformation de ce bloc en un parti politique dynamique républicaine. Avec la résolution que vous avez lue tout à l'heure, j'ai compris avec grande satisfaction que vous autorisez notre parti MEB à se fondre dans ce nouveau grand ensemble. Je vous en remercie. Il va sans dire que le militant de demain n'aura pas le même comportement que celui d'aujourd'hui. Les dirigeants des partis futurs pourront faire la politique avec de nouveaux dirigeants. Ainsi, le grand bloc dynamique républicaine vient encore une fois de s'agrandir. Et face à cette adhésion des partis politiques, l'opposition, quant à elle, est montée au créneau pour demander, entre autres, la suppression de la Cour de répression des crimes économiques et du terrorisme et la suppression de la réforme du système partisan. Une équipe de la télévision nationale a recueilli quelques avis des populations sur le sujet. On les écoute ensemble. Cette sortie de l'opposition dénote du dynamisme de notre démocratie au Bénin. Parce que d'aucuns accusent le chef de l'État, Patrice Talon, d'être un dictateur sur les réseaux sociaux.
Je ne pense pas que dans un pays de dictature, l'opposition puisse sortir de cette manière et pouvoir s'exprimer en toute liberté. Donc je pense que c'est la preuve que effectivement notre démocratie est toujours aussi dynamique. Leur requête pour la suppression de la criette, je ne trouve pas ça opportun. Depuis des années, nous avons toujours voulu en finir avec l'impunité, c'est-à-dire montrer aux citoyens béninois qu'on ne touche pas aux biens publics. La plupart des dossiers, des scandales qu'on a connus ces 10 dernières années, nous n'avons pas eu véritablement ceux qui étaient vraiment coupables dans ces dossiers-là. Alors, la criette, si la criette peut se saisir de ces dossiers, je trouve que c'est une bonne chose. L'opposition ne veut pas demander qu'on supprime la criette. La loi sur la criette a été votée au niveau de l'Assemblée. Et dans cette Assemblée, nous avons l'opposition. Nous avons l'opposition. Ce que les gens ne disent pas, c'est que quand ça n'arrange pas qu'on crie et on s'acharne contre l'institution. Notre opposition ne propose pas comme cela se doit pour aider le pouvoir en place à mieux faire. Non, personne ne dit que tout ce que le pouvoir fait est à 100% bon. Non, ceux qui sont là, ce sont des hommes. Ils peuvent avoir fauté maintenant. Faites des propositions concrètes. Non, l'opposition n'a qu'à revenir à de meilleurs sentiments. Critiquer d'accord, critiquer objectivement et faire des propositions concrètes. C'est ça qui frise le ridicule par moment. Des opposants ne peuvent pas se lever et demander, par exemple, parce qu'on est un opposant, on veut refuser à une institution légalement et légitimement installée de cesser ses activités parce qu'on sent la menace selon que demain on peut être interpellé. Non, on ne peut pas, parce qu'on se reproche des choses, parce qu'on traîne des casseroles, refuser qu'une institution fasse son travail. On ne dit pas on est innocent, mais on dit que c'est de l'acharnement. On dit que non, c'est orienté. Vous voyez pas, c'est de ça que je parle. C'est ça qui, moi, me gêne un peu quand je regarde cette opposition. Si vous aviez été un temps, on vous avait confié hier la gestion de la chose publique, que vous n'aviez pas fait une gestion orthodoxe, que vous n'aviez pas été réglo, c'est normal que vous ayez peur et que vous preniez le monde comme témoin et que vous criez à l'acharnement. Pourquoi les autres qui sont de l'opposition et qui sont tranquilles, qui parlent du matin au soir, là, ne s'inquiètent pas? On ne peut pas le désiler. Un fuyard ne peut pas être un exilé politique. Un exilé politique, c'est quelqu'un qui, pour son opinion politique, est contraint à l'exil. Mais vous levez vous-même, vous payez votre billet d'avion, vous quittez votre pays en catimini et vous arrivez quelque part et vous décidez de vous exprimer et vous dites que vous êtes exilé politique. Exilé par rapport à quoi? Ils aiment bien mettre la main dans la chose publique, non? Et pourquoi ils ne veulent pas répondre de ça? C'est de ça qu'il s'agit. Ils doivent pouvoir répondre de ça. Ce n'est pas des opposants à un système, c'est des opposants à un homme. Le problème de l'opposition aujourd'hui, c'est Talon. Il a fermé les réservoirs de l'évasion fiscale, des détournements. Il a fermé les réservoirs de la corruption, tout. Donc, aujourd'hui, ils se sentent carrément en difficulté parce qu'ils avaient une facilité pour mettre la main dans l'argent du peuple. Et aujourd'hui, ils n'ont plus cette facilité-là de gaspiller nos sous. Ils n'ont plus cette facilité de toucher nos sous. Donc, pour eux, tout de suite, il faut lui créer toutes les misères. Il faut le saboter. Il faut détruire même au besoin le nom du Bénin. Ce sont les soubresauts d'un animal en agonie, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Ils n'ont rien de sérieux à dire. Quand on vous demande de venir se justifier, de se présenter devant la justice et vous quittez le pays, ça c'est pas un exil politique comme ils le disent. Non, ils ont fui la justice. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Exilé politique, quand on refuse de se soumettre à la justice de son pays, je ne pense pas qu'on puisse parler d'exil parce qu'il n'y a pas eu de persécution dans le pays. Et quand on sait qu'on n'est pas coupable, je pense qu'on peut se présenter parce que la justice fait son travail dans ce pays. 300 partis politiques, chaque chef de famille a son parti politique, chaque délégué de quartier a son parti politique. Moi, je pense qu'il était vraiment temps de mettre la holà à toute cette pagaille-là pour que véritablement tous ces petits partis politiques et mouvements puissent se fédérer. Et il y a des partis politiques même qui ont le nom de leur président ou de leur fondateur. Ce n'est pas possible. Au Bénin, nous nous sommes habitués
à une certaine catégorie de comédie qui ne dit pas son nom. Du côté de l'opposition, ils forment déjà leur bloc en leur sein. Et c'est à l'heure là qu'ils demandent encore de retirer. Or, c'est l'Assemblée nationale qui a voté la loi. Et cette loi a été promulguée. Dès lors, dès sa promulgation, elle s'impose à tout le monde. Et nous devons nous conformer à cela. Et ils le font déjà si bien. Le Béninois est toujours du côté de la victime. Le Béninois est toujours du côté du plus faible, de celui qui se voit marginalisé. Et du coup, tout le monde cherche à utiliser cette faiblesse des Béninois pour se donner une place dans la société. Ils n'ont rien peut-être à reprocher à Patrice Talon. Et toute autre chose dans ce bulletin d'information, le secteur de la santé au Bénin sera désormais bien réglementé. Le gouvernement a mis sur pied une commission opérationnelle chargée du contrôle de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Que comprendre de cette commission et quels sont ses attributs pour un mieux-être sanitaire des Béninois? Suivons ce reportage de Jérôme Hongo. La santé est un bien précieux et déterminant pour toute nation qui se veut construire. Mais depuis des années, les populations béninoises souffrent le martyre. Des pratiques de certains professionnels du domaine de la santé ne favorisent pas une réelle prise en charge sanitaire des populations. Certains médecins ou autres professionnels de la santé préfèrent utiliser leurs horaires de travail en public pour aller s'occuper des patients de leur clinique privée, cabinet de soins ou d'accouchement. Deuxièmement, détournement de patients des hôpitaux et centres publics au profit de la clientèle privée. Troisièmement, l'escroquerie en bande organisée. Quatrièmement, des matériels médicaux chèrement et difficilement acquis par l'État béninois sont détournés allègrement par certains praticiens sans scrupules. Et la liste est longue. Cette mafia, personne n'osait l'affronter. Mais dès 2016, l'arrivée du président Patrice Talon à la tête du pays vient sonner la fin de la récréation. Ainsi, au plus tard, le 30 août, les médecins ont été invités à choisir d'exercer soit dans le public ou le privé. Et ce, en application des articles 20 et 84 de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Tout exercice en clientèle privée au mépris du présent décret est réputé faute professionnelle grave, passible de la révocation ou de la résiliation du contrat de travail avec perte de tout droit sans préjudice des sanctions pénales réprimant l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales. Le choix est donc fait, quelques semaines plus tard, face à l'urgence de la réglementation de ce secteur sensible. Le gouvernement met sur pied une commission opérationnelle à laquelle sont assignées plusieurs attributions. La première attribution a trait au contrôle physique des structures publiques et privées offrant des soins de santé. La deuxième attribution a trait au contrôle du respect des normes par les établissements publics et privés de prestations de soins de santé. Et à ce titre, elle est chargée de veiller à l'exécution des lois et règlements relatifs au secteur de la santé, notamment le respect des horaires de travail, le respect des normes et protocoles, le respect des usages au niveau de nos formations sanitaires. D'inspecter régulièrement les structures sanitaires publiques et privées, de s'assurer de l'obtention préalable des autorisations administratives requises, de veiller en collaboration avec les autorités et organismes concourant à l'application de la législation en matière de santé, au respect des normes, standards et protocoles relatifs à la qualité des prestations de soins de santé et enfin de produire des rapports circonstanciés sur le fonctionnement des structures sanitaires publiques et privées inspectées et sur le contrôle de l'assiduité des agents publics de santé à leur poste de travail. Œil et bras armés du peuple, cette commission rattachée à la présidence de la République a plein pouvoir. C'est dire qu'ils peuvent venir de jour comme de nuit pour vérifier ce qui se passe dans toutes les structures publiques et privées
sur toute l'étendue du territoire national. D'observer in situ, c'est-à-dire en pleine action, les agents de santé en situation réelle de travail pour apprécier la qualité des actes qui sont posés et enfin d'assurer la prise de mesures conservatoires, notamment la suspension, le changement de poste de travail, le déplacement immédiat, la mise aux arrêts, etc., en cas de dysfonctionnement grave constaté. Le gouvernement a par ailleurs jeté les bases de la satisfaction des droits des 10 agents de santé à travers plusieurs mesures d'accompagnement. La finalisation du processus de prise d'un décret portant organisation et indemnisation des gardes et astreintes dans les hôpitaux publics. La correction des disparités catégorielles, notamment la mise à niveau des salaires des agents conventionnés au niveau des hôpitaux qui avaient un temps de salaire inférieur aux fonctionnaires de l'État. Le traitement diligent des dossiers des agents nouvellement recrutés par rapport au paiement de leurs salaires, l'accélération du processus de la prise d'un décret portant statut des praticiens hospitalo-universitaires, le reclassement des personnels ayant fait des formations hors plan de formation, mais qui étaient utilisés pour leurs nouvelles compétences et qui étaient payés par rapport à leur diplôme initial. Nous avons donc corrigé cette disparité pour que leur reclassement soit effectif et qu'ils soient payés par rapport au travail qui est effectivement réalisé. La santé n'a pas de prix. Cette réforme pour garantir un mieux-être socio-sanitaire de près de 10 millions de Béninois vaut tout son pesant d'or. Mais il aura fallu l'audace du président Patrice Talon, déterminé à révéler et à conduire le navire bénin en bonne santé dans le concert des nations émergentes. Et on passe maintenant au dernier sujet de ce bulletin d'information. L'apothéose des 60 ans de la célébration de la bière La Béninoise, c'était ce samedi 3 novembre 2018 à la plage de Fidjoussé à Cotonou. On fait le point avec Patrick Ayadji. Euphorie, ciel paradisiaque, Fidjoussé plage, lieu de théâtre de ce spectacle de feux d'artifice et autres dispositifs pyrotechniques. La marée humaine n'est pas au bout de ses délices. 23h30, Yemi Alade en mode guest star enivre le public tel un parfum savoureux. Bien avant la montée sur scène de la vedette de la musique nigériane, Faniko, l'une des étoiles montantes de la musique béninoise, a fait son show. La célébration des noces de diamant, de la bière, la béninoise est à son paroxysme, tout Cotonou.
c'est Stasi. J'ai vraiment aimé beaucoup les prestations des artistes. 1000 regrets aux absents. Vraiment, tous les artistes ont été super. J'ai mis à la c'est vraiment du balèze. C'est simplement une petite étape et c'était une bonne excuse pour faire la fête. Une bonne excuse pour pouvoir célébrer ensemble avec le peuple de Cotonou et l'ensemble des Béninois qui ont fait les déplacements. Ce sont 8 minutes de spectacle qui ont permis aux gens de s'apercevoir qu'au Bénin, on est capable de faire des choses comme dans beaucoup d'autres pays de la planète. C'est pour moi l'occasion de remercier la Sobebra. La fête est belle, vous avez pu vous en rendre compte. Et il y a eu un feu d'artifice qui annonce que le Bénin est en train de devenir un pays différent. 60 ans de la Béninoise, un cocktail de spectacle épique aggravé dans le livre d'or de la Sobebra. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout à l'heure. En attendant, Ricardo esquisse les pas. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes mardi, juste après le bulletin d'information présenté par Awa Sherif. Awa, vous restez pour la une des quotidiens parus et parvenus ce jour à notre rédaction. C'est la revue des titres. Et on va démarrer avec le quotidien du service public La Nation qui titre manchette approvisionnement électrique fiable et économique, le Bénin éligible à un important financement. Un autre titre à retrouver à la une de ce journal, réforme et similitude dans le mode de gouvernance. Le président Talon comparé au roi Guizot nous apprend ce quotidien. Un autre journal, le Matinal. Vous continuez? Oui, allez-y. Ah ouais, allez-y. On passe maintenant à un autre journal. Vous avez le choix, vous pensez? Le matinal, constitution du bloc progressiste, la fin des intrigues politiques, nous apprend le matinal. Et puis, pour sa compétitivité, le port de Cotonou en quête d'engins flottants. Un autre journal, Matin libre, commission d'enquête parlementaire, où sont les rapports sur Maria Glita et le FAC, une interrogation du journal Matin libre. On passe à un autre journal, l'économiste,
approvisionnement en carburant au Bénin. Voici pourquoi la Sonacop doit être privatisée. Une analyse du journal L'Économiste. Et puis Internet au Bénin, 4,6 millions abonnés se connectent via le téléphone. 4,6 millions abonnés se connectent via le téléphone, comme c'est actuellement. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout. C'est bien vrai. Vous avez fini? J'ai fini. Merci Serge. Merci Awa. Vous passez une bonne journée de mardi. On vous retrouve demain. Merci. Ricardo, à demain. Demain, soyez là, ponctuels. Hein? Bien sûr. Ne faites pas le coup d'aujourd'hui. Allez, bonne journée. À demain, Awa. À suivre tout à l'heure le forum de discussion. Au forum, nous allons revenir sur ce rapport de l'OMS, rapport bien alarmant sur la pollution de l'air en lien avec les enfants, bien sûr, et puis le développement de la démographie. On va pouvoir en parler. Ce sont bien évidemment des liens plutôt ténus qu'il faut pouvoir retrouver entre ces trois thèmes, pollution, santé et démographie. Mais avant tout cela, nous sommes bien sûr mardi et on vous a dit, on vous présente l'abécédaire des hémorroïdes et des crises hémorroïdaires. C'est avec un médecin blogueur qui a d'ailleurs commis un tout petit ouvrage, l'abécédaire. C'est bien sûr lui que nous allons recevoir tout de suite. C'est Dr Hachim Rompati. Nous allons donc pouvoir découvrir et décrypter l'abécédaire, justement, parlant des hémorroïdes et des crises hémorroïdaires avec le docteur Hachim Rompati. Médecin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, quand on parle d'hémorroïdes et de crise hémorroïdaire, il paraît qu'il y a une grosse différence entre les deux. Une très grosse différence et une très grosse confusion au sein de monsieur tout le monde en même temps. Les personnes qui ont des problèmes au niveau de leurs hémorroïdes disent qu'elles ont des hémorroïdes pour appeler ces problèmes. Alors qu'en réalité, les hémorroïdes, dire j'ai des hémorroïdes, c'est comme dire j'ai des doigts ou dire j'ai des oreilles. Ah bon? Les hémorroïdes, c'est des parties normales de notre corps. Donc les hémorroïdes, c'est un ensemble de veines situées au niveau de l'anus et qui participe à la continence de l'anus, donc qui permet de retenir à l'intérieur de l'anus les matières fécales avant la défécation. Donc ça participe à 20% à cet effort de continence de notre anus. Et vous dites que tout le monde a des hémorroïdes? Parce que tout le monde a des oreilles et tout le monde a des doigts, tout le monde a des hémorroïdes également. Ça dit que tout le monde est malade? Non. Parce que les hémorroïdes, justement, ne sont pas la maladie. Les hémorroïdes, c'est des veines. Et lorsque ces veines se dilatent, gonflent, on dit que ces veines sont malades et on parle de maladie hémorroïdaire et pas d'hémorroïdes. Voilà. D'accord. Donc, désormais, retenez que tout le monde a des hémorroïdes comme tout le monde a des doigts. Et donc, la maladie, c'est des crises hémorroïdaires qui peuvent survenir. Alors, mais comment attrape-t-on la maladie de l'hémorroïde? Oui, la maladie de l'hémorroïde en général, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des pressions exercées au niveau de la zone de l'anus qui créent une dilatation, un gonflement des hémorroïdes, des veines donc, et qui les rendent malades. Donc, tout ce qui est capable de créer cette dilatation, cette pression, est capable de provoquer des hémorroïdes. Et au titre des causes, nous pouvons en priorité citer l'alimentation lorsqu'elle constipe. Donc, lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans notre régime, lorsque nous ne buvons pas assez d'eau, ou lorsque nous prenons des aliments qui nous constipent. Les aliments qui constipent dépendent d'un individu à l'autre. Il faut boire assez d'eau pour éviter ça. Au moins 1,5 litre d'eau par jour pour fluidifier, pour faciliter de l'eau. De l'eau potable. Voilà. Et puis manger des aliments qui contiennent beaucoup de fibres, donc des fruits, des légumes, voilà. Des pastèques. Nous avons la chance d'être au Bénin, d'avoir beaucoup de variétés de fruits. Tous les pays n'ont pas cette chance-là. Et puis il faut en abuser, on peut le dire. Donc en dehors de l'alimentation, en termes de pression toujours, chez les femmes, certains moments de leur vie, comme la grossesse, où il y a une pression au niveau de l'abdomen et au niveau de l'anus.
Et également lorsqu'elles font les efforts à l'accouchement. Donc, juste après l'accouchement, il y a beaucoup de femmes qui développent des maladies hémorroïdaires qu'elles n'avaient pas avant la grossesse ou avant l'accouchement. Voilà. Donc, en dehors, toujours pour continuer dans les causes, il y a notre mode de vie actuel, la modernité, qui vient avec certains comportements qui sont susceptibles de déclencher cette maladie. Lesquels comportements? Lesquels comportements? Déjà, c'est les toilettes modernes que nous avons. Voilà. Avant, on s'accroupissait. Maintenant, on s'assoit. Maintenant, on s'assoit. Le truc, c'est que quand on s'accroupit, l'angle entre le côlon et le rectum est vraiment, franchement, ouvert. Et ça permet de faire passer plus facilement les matières fécales. Mais en position assise, l'angle est réduit. Et puis, on est obligé de faire de petits efforts supplémentaires pour faire passer les matières fécales. Ce qui, justement, met la pression sur les veines hémorroïdaires et peut déclencher la maladie hémorroïdaire. Toujours dans le... C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Mais il y a justement des astuces pour gérer ça. C'est surélever le pied, les pieds lorsqu'on est assis, surélever les pieds avec un petit tabouret d'une dizaine de centimètres pour permettre de reconstituer l'angle, même étant... Tabouret même aux toilettes. Aux toilettes. Et curieusement, c'est une pratique qui est très répandue dans beaucoup de pays européens. Je ne le savais pas, je l'ai su il y a quelques temps. Voilà. Donc, de petits tabourets dans les toilettes sur lesquels vous posez les pieds. Et une bonne défécation ne dure pas plus de 5 minutes. Donc, on ne va pas aux toilettes avec son portable, avec son journal, avec un livre. Non. On va aux toilettes, on fait ce qu'on a à faire et puis on ressort. Voilà, c'est tout. On fait sa commission et puis c'est le meilleur endroit même où on est tranquille. C'est le meilleur endroit où on est tranquille et lorsque vous ne faites rien, vous ressentez un bonheur terrible lorsque vous êtes en train de faire la grosse commission. L'autre chose que nous apporte la modernité, c'est les papiers toilettes, les papiers hygiéniques communément. Le problème avec les papiers toilettes, c'est que, ça ne nous rend pas plus propres que ça. Lorsqu'on l'a utilisé. Donc on se trompe. On se trompe royalement et on le sait. Là. Les papiers hygiéniques que nous enroulons juste à côté des toilettes modernes là, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien du tout. Au contraire, ça sert à nous créer des hémorroïdes, la maladie hémorroïdaire. Ah bon? Bien sûr. Parce que lorsque vous l'utilisez, les frottements que cela implique lorsqu'on se torche, c'est des frottements qui créent de micro-traumatismes, de micro-inflammations qui ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu et qui sont répétées parce que chaque fois que vous y allez, vous l'utilisez. Et puis, avec les remaniements, il y a des petites plaies qui vont se cicatriser, puis après, ça va se reconstituer. Et puis tout ça rend malade nos hémorroïdes et peut nous faire entrer dans la maladie hémorroïdaire. Donc, ce qu'on conseille, c'est de supprimer totalement tout ça là, les papiers hygiéniques. Mais on va utiliser quoi? De l'eau. De l'eau simplement, de l'eau potable. Vous êtes plus propre et puis vous lavez après, il n'y a aucun risque. Et avec les de toutes les façons, il faut préciser, il n'est pas question d'aller utiliser papier de ciment. Non, c'est encore... Ciment, oui, non, mais c'est vrai, ils sont bien nombreux à les utiliser. Il y en a même qui utilisent les épis de maïs. Épis de quoi? Et quand on était petit aussi, il y avait les feuilles de teck là, qu'on utilisait aussi. Il y en a qui utilisent encore les papiers A4. Voilà. Je me suis amusé à me promener dans les toilettes par ici. Un jour, j'ai retrouvé mes conducteurs là-bas. C'est bon, Serge. Bon. Désormais, c'est compris. Ça, c'est pas bon. Parce que ça, c'est plus rugueux, rigide que. Non, mais il paraît que quand on plie bien et tout, on frotte. Mais vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites là. Bon, d'accord. Donc, en réalité, il y a tout ça là qui peut nous causer des traumatismes, mais on ne s'en rend pas véritablement compte. J'ai parcouru un peu l'ouvrage que vous avez rédigé récemment, et vous parlez quelque part des sports également, ou des activités physiques, je ne le retrouve plus tellement. Vous dites que en abuser, ça pourrait... enfin... Je cherche un peu. Oui, ce n'est pas exactement ça. Ce que nous disons, c'est qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles vont en salle de gymnastique pour se muscler, prennent des poids, des haltères qui sont lourds. Et puis, en position debout, vous voyez, quand on fait... on met de la pression dans le ventre, on met de la pression au niveau de l'anus aussi. Et puis, ça aussi, ça déclenche les maladies. Donc, il y a beaucoup d'haltérophiles qui ont la maladie hémorroïdaire du fait
de soulever ces objets qui sont lourds. C'est la même chose dans certaines professions où on porte des objets lourds, comme les dockers, par exemple. Donc, ça dit qu'on ne doit plus faire de la gymnastique? Il faut faire de la gymnastique, mais le genre, il faut même se muscler aussi. Parce qu'avec l'âge, on perd des muscles et puis on gagne des graisses. Donc, quand on se muscle, c'est bon. Ça, on a commencé tous les samedis. Non, je le faisais bien avant vous. Là. Je ne sais pas commencé il y a 2 semaines. Ah, d'accord. Donc, la chose, en fait, c'est de faire du sport sans se rendre malade. Donc, il y a certaines, il faut aller à charge progressive. Et puis, lorsqu'on doit soulever des charges, il vaut mieux rester en position couchée sur un plan dur. Là, la pesanteur est directement au niveau appliqué contre la poitrine, contre le haut du corps et non contre le bas. Et le bas est un peu plus soulagé. Voilà. Et en dehors de ça, la marche est très excellente pour soulager la région de l'anus et même pour permettre une meilleure circulation du sang. Donc, il faut beaucoup marcher. Il faut beaucoup marcher. Et même les personnes qui sont déjà sujettes à cette maladie, à la maladie hémorroïdaire, devraient marcher plus souvent parce que ça permet de faire circuler plus le sang et donc de guérir rapidement de cette maladie. Il y a autre chose que j'ai découverte aussi, un conseil que vous donnez en particulier aux femmes qui aiment bien porter les strings. Oui, les strings. Les strings, le problème avec les strings, c'est que ça adhère à la région de l'anus. Et puis, ça permet aux microbes qui sont au niveau de l'anus de circuler. C'est comme des choses que... C'est comme un fil qu'on tisse entre l'anus et, je vais le dire, le vagin. Et donc, les microbes prennent ce chemin-là et peuvent facilement aller au niveau de la région vaginale. Et puis, c'est des femmes qui vont peut-être faire des infections à répétition, utiliser des médicaments. Ça ne va pas marcher parce qu'elles ont continué entre-temps d'utiliser les strings. Et ça n'a pas de la paix avec les Donc, vous voulez dire, rassurez-moi, que les femmes doivent continuer par mettre le string. Elles ne doivent pas continuer par mettre les strings parce que les strings, en dehors de l'infection, et justement... Vous dites que le string aggrave, irrite, ça irrite, exactement. Donc, il n'y a plus de string à mettre. Non, on laisse les strings en paix. Et puis, même si on peut se passer des sous-vêtements, on s'en passe. Non, pardon? Oui, c'est ce qu'on a dit. Même si on peut se passer des sous-vêtements, on s'en passe. Pour les femmes? Et pour les hommes aussi. C'est plus facile pour les femmes, c'est avec les hommes que ça balance un peu trop et donc effectivement, c'est vous qui que ça balance. La machine n'est pas assez docile. Non, donc, attendez, quand vous allez dire aux femmes de ne plus mettre des sous-vêtements, c'est grave. Ça va donner autre chose. On va terminer rapidement le plateau. Non, il y a une dernière question. Il paraît que quand on reste trop assis également, on a des maladies. Les professions comme... Nous, on est assis pendant 3 heures. Oui, les personnes... C'est juste 3 heures. Les secrétaires, les chauffeurs, les personnes qui sont tout le temps assises du fait de leur profession, exactement, les commerçants et tout ça, sont justement aussi à risque de faire cette maladie. Et je vais faire une petite parenthèse. Le fait d'être assis plus d'1 heure de temps par jour réduit notre espérance de vie. Pardon? Oui. Bon, d'accord, allez, on se lève. Alors, demain, on reste debout. D'accord, ça va être pour bientôt. On va corriger tout ça. Lorsque votre profession ou vos activités vous obligent à être assis, il faut de temps en temps, chaque heure par exemple, se lever, prendre, marcher. Exactement, ça permet de contrebalancer l'effet pervers. Donc, se lever, marcher, s'étirer. Vous pouvez même acheter une petite corde à sauter et puis vous mettez ça dans votre sac. C'est ce qu'on fait. Exactement. Vous savez, c'est parfait. D'accord. Il y a Jean-Claude James et William Choki qui demandent la pseudomie là. Comment? C'est ça, non? Est-ce que ça donne des crises hémorroïdaires aussi? Absolument. Absolument. C'est normal. Il y a beaucoup de personnes des personnes homosexuelles ou des personnes qui pratiquent cette activité sur des femmes. Enfin, les femmes qui subissent, c'est subir ou acceptent. Les femmes qui... L'un ou l'autre. Voilà. De toutes les façons, ça est mauvais. Voilà, parce qu'il y a ça est mauvais pour vos hémorroïdes. C'est pas bon. C'est un traumatisme qui est appliqué directement à l'intérieur de l'anus et qui
mais à risque de maladie hémorroïdaire aussi. William, c'est bon? Docteur, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci d'être venu. On aura le plaisir de vous retrouver. On rappelle que vous êtes médecin, vous êtes blogueur aussi et chroniqueur santé sur une télévision de la place. Oui. Ça fait plaisir de vous avoir. Le plaisir était pour moi. Merci de m'avoir invité. Portez-vous bien. À très bientôt. Allez, on marque une courte pause, le temps d'installer nos confrères pour le forum de discussion. À tout de suite. Pour moi, le droit à la santé, c'est encourager les hommes à faire le dépistage du VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est donner à tout enfant la chance de naître sans sida. Pour moi, le droit à la santé, c'est promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes mardi 6 novembre 2018, mardi de la santé, mardi de l'environnement par ici sur 5 sur 7 matin. Et parlant justement d'environnement, nous revenons donc sur cette actualité. Je veux parler donc de la pollution, de l'air et de la santé, ce rapport qu'on peut faire donc entre ces trois concepts-là. Et à cet effet, on vous demande de participer également au débat en répondant donc à cette question. Qu'est-ce qui peut, selon vous, réduire la pollution de l'air? Qu'est-ce qui peut, selon vous, réduire la pollution de l'air? Question à laquelle vous pouvez donc répondre. Vous connaissez déjà les canaux de communication. Ils sont déjà d'ores et déjà ouverts. C'est Facebook, c'est Twitter et puis également c'est WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et le dernier rapport de l'OMS nous dit que chaque jour, près de 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde, soit donc 1,8 milliard d'enfants, respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont gravement mis en danger. Nombreux sont ceux donc qui vont en mourir. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'en 2016, 600 000 enfants sont décédés d'infections aiguës des voies respiratoires inférieures donc dues à la pollution de l'air. C'est justement le débat que nous allons pouvoir faire avec Didier Hubert Madafimé. Bonjour. Bonjour Ricardo. Merci d'accepter notre invitation. Jean-Claude James, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Jean-Claude. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Alain Tossounon. Bonjour Alain. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Alain. C'est le grand retour, un plaisir de vous revoir. Là. Merci, moi aussi. Et puis William Yemalin Apollinaire Tchoki. Bonjour William. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Bienvenue. Alors, Didier Hubert Madafimé, ce rapport de l'OMS, rafraîchissez-nous la mémoire, il dit quoi concrètement? En fait, le rapport est tombé après le rapport sur le climat. On a l'impression que... Ça s'enchaîne. Et ensuite, il y a eu le rapport du WWF. Donc, on a l'impression que ces derniers temps, les gens commencent par nous rappeler que nous ne sommes plus loin du choc... je ne sais pas comment je vais écrire. On a connu le choc pétrolier déjà, et puis bon, le choc environnementalo-sanitaire. En fait, en fait, ces rappels, ces alertes pour montrer que nous sommes dans un monde où ça commence par être un peu plus difficile. Ouais. La pollution, vous le savez, vous le vivez comme tout le monde. Si nous prenons notre pays, on le vit. Ce que l'OMS dit, ce n'est pas nouveau. Quand vous allez dans certaines villes du monde, vous avez des difficultés à respirer. Moi, je suis allé en Chine. À Pékin, vous ne voyez pas le ciel. Donc, ce qui veut dire que de plus en plus, si vous allez dans les hôpitaux, les gens vous le diront, les médecins vous le diront, qu'il y a des maladies qui sont devenues chroniques, surtout les maladies des voies respiratoires. La dernière fois, on a essayé, j'étais avec William, et puis on a essayé de traverser la ville de Cotonou en allant à Boycon, les vitres baissées, mais ça a été très difficile, ça a été un peu compliqué. Calvaire. Donc, on sent
du pétrole qui est mal brûlé. Donc, l'OMS n'attire que l'attention. Il appartient maintenant à chaque pays de voir comment faire pour réduire cette pollution. Et parlant de pollution, moi je dirais, parce qu'il y a eu en plus un autre rapport qui fait le lien entre l'environnement et la santé, et entre l'environnement et la population. Et je me dis que la première chose à faire, c'est de commencer par voir comment réduire, tel que quelqu'un l'a dit, la fécondité et comment contrôler la taille de la population, parce que nous allons nous retrouver dans un espace qui peut ne pas contenir beaucoup de monde, mais on est obligé de nous serrer. Oui, il y a quelqu'un qui épouse parfaitement cet argument. Il l'a toujours développé sur ce plateau. On va y revenir tout à l'heure. Mais avant, lorsque l'on évoque la pollution de l'air, Didier a parlé tout à l'heure de Pékin. Je sais que vous l'avez visité également. Vous savez bien sûr de quoi il parle. Mais dans nos villes, ici, je veux parler surtout de l'Afrique de l'Ouest, comment est-ce que la situation, elle se présente ? Déjà à Cotonou. Oui, c'est bien. Je vais même qu'on parle de notre pays, le Cotonou. Je crois que la chaire éco-santé du professeur Benjamin Fayomi a beaucoup travaillé sur la pollution de l'air dans les grandes villes, surtout pour Cotonou. Il a montré un peu les différents, comment dirais-je, particules que l'on peut observer, que l'on peut voir dans l'air que nous respirons chaque jour. Il a même donné l'exemple, quand vous parcourez 200 mètres dans la ville de Cotonou et que vous revenez, vous déshabillez, votre habit sent le pétrole, comme il a dit. Donc, comme quoi, dans la ville de Cotonou, dans nos grandes villes, tout est pollué. Il a même choisi des centres névralgiques. Il a, par exemple, Carrefour au niveau de Tokba, où il a dit on ne peut pas rester là pendant 10 minutes. Et il a même peur pour les vendeuses, les commerçantes qui sont souvent assises tout autour de ces feux. Et même quand on est à des heures de grande circulation où les gens sont au niveau des feux, il a montré un peu la quantité de particules qu'on a dans l'air. Je crois que la situation, elle est très criarde. Tout à l'heure, Ricardo a donné des statistiques. C'est pareil pour notre pays. Comme il a dit, les enfants sont beaucoup plus touchés par rapport à cette pollution de l'air dans notre pays. Oui, justement, le rapport de l'OMS met un accent particulier sur les enfants. Et puis, Ghebreyesus, qui est le numéro 1, il dit que c'est inexcusable. On ne peut pas continuer d'admettre que des enfants continuent de souffrir le martyre de cette façon-là. Est-ce qu'on a... comment on peut y arriver, devrais-je dire, chez nous? Non, je crois que c'est un drame que nous vivons. Maintenant, comment on peut y arriver, tout le monde sait. Il faut une réponse adéquate en termes de politique publique. Mais on se rend bien compte que nos États, de façon générale, aussi bien ici qu'ailleurs, même si dans les pays développés et autres, les gens commencent à initier, il y a des initiatives de journée, par exemple, sans voiture, et tout ça, un peu pour freiner cette pollution de l'air. Mais dans nos pays, bon, je ne sais pas, on ne veut pas changer de paradigme. On pense que le développement est incompatible avec la protection de l'environnement et tout. On n'a pas compris qu'on a beaucoup à tirer. Il y a beaucoup d'avantages à tirer d'un investissement à faire pour, par exemple, lutter contre la pollution de l'air. Nous connaissons les causes dans nos pays africains. Nous savons très bien, quand nous prenons les grandes villes, par exemple, il faut, parce que dans le même temps où la pollution augmente, c'est que nous dégradons donc les forêts et tout le couvert végétal qui donc ont une capacité de captation donc de ce CO2-là qui se retrouve en l'air. Vous prenez une ville comme Cotonou qui n'a pas un poumon vert. On ne peut pas admettre aujourd'hui qu'il n'y ait pas de ville où on peut avoir, où on encourage les gens à planter des arbres et tout. Je crois que la responsabilité, elle est partagée, mais je pense qu'il faut absolument qu'à un moment donné, qu'on se dise, mais quelle ville on veut construire. Aujourd'hui, vous prenez les objectifs de développement durable. On nous dit il nous faut des villes durables. Les villes durables, c'est des villes où, en principe, on doit lutter contre la pollution de l'air, on doit avoir une vie saine. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne fait pas la promotion du transport en commun? Lorsqu'on continue pas à importer des véhicules qui sont complètement amortis, qui ont plus de 10 ans d'âge. Donc je crois que
dans le même temps, vous voyez aussi que la population, on annonce que d'ici 2050, les capitales africaines vont abriter la moitié des populations de leur pays. On a dit 60%. Hein? Donc, on va maintenant vers 60%. Donc, ça veut dire que nous allons être encore plus nombreux donc, dans les capitales africaines. Et plus on est nombreux, plus donc, la pollution de l'air va s'accroître. Et il n'y a pas que les enfants. Hein. Ce rapport dit que même les femmes enceintes, sont portées maintenant à accoucher prématurément. Absolument. Donc, voilà des naissance à des nouveau-nés de poids très faibles. De poids très faibles et tout. Ailleurs même, il y a des enfants qui naissent sans bras et tout. Donc, je crois que le monde est en train de s'effondrer si nous ne prenons pas conscience de tous ces défis-là qui se présentent à nous. Ouais. Jean-Claude James, on dit que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires du monde entier, 98% des enfants de moins de 5 ans sont exposés justement à des niveaux particuliers fins dans l'air ambiant, comme pour dire que en réalité la situation elle est gravissime en Griffe. Elle est gravissime parce que les enfants d'abord ont la santé fragile. C'est pour cela qu'ils sont plus exposés par rapport aux adultes. Donc il y a nécessité à ce que nous prenions garde par rapport à ce que nous faisons en tant qu'adultes. Ce sont les résultats de ce que nous posons comme actes qui vont garantir la bonne santé de nos enfants, les adultes de demain, les développeurs de demain. Ça veut dire que quand nous prenons, par exemple, ces femmes qui font du poisson fumé, je l'ai suivi sur une émission de William Tchoki, elles sont exposées. Mais aujourd'hui, il y a des alternatives pour pouvoir ne plus polluer l'environnement. C'est vrai, on veut manger, mais la façon de fumer le poisson n'est pas conseillée. Il faut revoir. Quand nous prenons également le carburant aujourd'hui, il y a un travail à faire à ce niveau également. Ce qu'on nous envoie comme carburant à un moment donné, on s'est rendu compte que le carburant qui vient en Afrique, ce n'est pas de bonne qualité. Autre chose, il faut penser à réduire ou bien à revoir le taux de fécondité. Qu'on le veuille ou non, on va y arriver. Je savais que on va y arriver. Parce que quand vous vivez dans un appartement où 2 ou 3 personnes normalement sont indiquées à vivre et vous êtes 10, il y a un problème. Parce que vous ne laissez pas circuler l'air. Naturellement, Dieu a fait les choses pour qu'à un moment donné, ce qui est dedans et c'est pollué puisse partir. Mais maintenant, si vous êtes à 10 dedans, vous confinez la promiscuité. Ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, nous parlons de la dégradation de l'environnement et nous sommes menacés. L'espèce humaine est menacée parce qu'on n'y prend pas garde, mais un jour, on va se lever et on sera surpris, malheureusement. Non, pour ne pas être sûr. Je voulais quand même donner quelques précisions par rapport au rapport de l'OMS. Quand il insiste sur les enfants, en fait, ils ont démontré que les enfants respirent plus rapidement que nous qui sommes déjà adultes. Alors, en respirant, puisqu'il y a beaucoup de CO2 dans l'oxygène, ça va et puis ça reste. Donc, ça crée beaucoup plus de dégâts aux enfants. Donc, c'est un peu quand le rapport c'est beaucoup plus spécifié par rapport aux enfants et aux femmes enceintes. Voilà. Et quand vous utilisez les sachets plastiques que vous utilisez pour pouvoir faire le feu, ceux qui brûlent les pneus, ce sont des éléments, ce sont des particules que vous libérez dans la nature et c'est pas bon. Mais Didier Hubert Banafimin, pour ne pas être surpris, que faut-il faire aujourd'hui? Alain parlait à l'instant du rôle du pouvoir public en réalité. Bon, je voulais d'abord dire que ce qui fait un peu notre problème, c'est que la pollution est diffuse. C'est-à-dire qu'on ne sent pas, on ne voit pas ça. Et quand on le dit, les gens pensent que on fait des incantations. La pollution, elle est là, elle est présente. Et souvent, quand même les journalistes font cette erreur-là, en parlant seulement de la pollution externe, Jean-Claude l'a rappelé, la pollution à l'intérieur de nos habitations tue aussi, mais encore plus... c'est plus nuisible que la silencieuse. Parce qu'on ne sait pas aérer nos habitations. Absolument. Si vous avez, comme il a dit, plusieurs enfants, avec des adultes, vous dormez dans la même chambre et tout,
le matin, ce qu'il faut juste faire, c'est d'ouvrir tout pour que l'air puisse être renouvelé. Or, vous constatez que même dans nos bureaux, c'est fermé. Oui, malheureusement. Et vous faites bien de le dire parce qu'il y a beaucoup de bureaux dans lesquels, vous savez, ils mettent tellement de rideaux. Je ne sais pas ce que les patrons aussi souvent, ils ont à cacher. Ils mettent tellement, c'est plusieurs rideaux, il y en a même 3 parfois, juste, et c'est toujours fermé. C'est toujours caché. Fermé. Et puis quand on arrive, on allume la clim. Et il y a des, comment on appelle, les gens qui balayent. Ce qu'on met par terre là. Les carreaux, les tapis, les moquettes qu'on remplace difficilement. Et pourtant, ils sont dedans, ils y vivent souvent.